Bienvenue à notre webinaire Matériaux et énergie. Alors, je rappelle que les webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux et ce, en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. Et c'est Daniel Neuville qui coordonne les webinaires. Alors, ce webinaire est le dernier dont le thème correspond à celui d'un des colloques de la prochaine conférence matériaux qui aura lieu à Grenoble en novembre 2026. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, Katia Guérin, Arrojo da Silva et Emmanuel Guillemot. Notre premier orateur, c'est Katia Guérin Arrojo da Silva. Elle est professeure de chimie inorganique à l'Université Clermont-Auvergne au sein de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand à Aubière. Ses recherches portent sur les matériaux fluorés nanostructurés pour l'énergie et la tribologie, avec des applications notamment dans les batteries au lithium et les supercondensateurs. Elle est spécialiste de la fluoration solide-gaz. Elle travaille également sur le nanocarbone fluoré, les fluorures métalliques et la spectroscopie vibrationnelle appliquée à l'étude des mécanismes électrochimiques. Mentionnons que Katia Guérin-Rojo da Silva a déposé 10 brevets et qu'elle est membre distingué de la Société chimique de France. Aujourd'hui, elle nous présente la chimie du fluor au service du stockage électrochimique des batteries au lithium et sodium. Katia, vous avez la parole pour 25-30 minutes. Merci. Merci, vous m'entendez correctement, tout va Très bien? bien. Parfait. Donc d'abord, je tenais à remercier à la fois la FFM et l'organisation de matériaux pour pouvoir m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail. Et donc oui, aujourd'hui, je vais discuter autour de la place de la chimie du fluor au service du stockage électrochimique dans les batteries lithium, ça c'est bien connu, mais on va aller aussi vers les batteries sodium. Donc moi, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Clermont-Auvergne, rattachée au niveau de la recherche à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand, à l'UFR de chimie côté enseignement, et je suis aussi chercheuse associée au Mines Paris. Ces activités autour de la chimie du fluor sont fédérantes au niveau de la France à travers le GIS Fluor, porté sous l'égide en fait du CNRS. Donc si on s'intéresse à tout d'abord mon équipe d'accueil, eh bien, à Clermont-Ferrand, on a un certain nombre d'activités qui vont tourner autour de la chimie du fluor, mais pas que. On va avoir plein de procédés de synthèse variables qui vont nous permettre de façonner des matériaux adaptables à plein d'applications différentes. Là, c'est ce que vous voyez, le stockage de l'énergie en fait partie, mais pas que. Il y a la partie aussi éclairage, éco-énergétique, la dépollution et tout ce qui va être procédé à faible impact environnemental. Et moi, j'anime là tout de suite la thématique fluoration et matériaux fluorés, qui va bientôt fusionner avec la partie matériaux et procédés plasma. Et nous avons aussi deux autres activités phares qui sont autour de la synthèse des hydroxydes double lamellaires et des matériaux luminescents. Alors moi, bien sûr, je vais me focaliser sur les propriétés du fluor et leur importance dans le milieu des batteries. Et le fluor, c'est l'élément qui est connu, en tant qu'enseignante, c'est quelque chose qu'on a plaisir à discuter avec nos étudiants, comme l'élément à la plus forte électronégativité. Si on s'intéresse aux matériaux de batterie, on retrouve souvent l'oxygène avec son maximum qui est à 3,44 d'un point de vue de l'électronégativité. Et le fluor, c'est une opportunité d'aller encore plus loin avec la potentialité d'augmenter des potentiels de travail qui peuvent dépasser les 4,5 volts. Alors bien sûr, augmenter les potentiels de travail, ça veut dire aussi avoir des électrolytes qui permettent de supporter ces tensions si le 4,5 volts, c'est une tension de cathode. Les matériaux fluorés ne sont pas faciles à préparer, mais une fois qu'on a on a réussi à les obtenir, on peut avoir des fluors très stables. Parmi ceux-là, eh bien forcément, on va retrouver ceux associant fluor et alcalin, le LiF et le NaF, qu'on va retrouver dans les problématiques de batterie sous la forme de la Solid Electrolyte Interface, que je vais discuter un peu plus tard. On va aussi avoir, dès qu'on va mettre du fluor dans notre histoire matériaux, une faible polarisabilité. Donc, par exemple, des anions stabilisés, des oxydations plus difficiles, des matériaux qui contiennent le fluor. Et ça, c'est la force, justement, des sels et solvants fluorés qui ont fait le développement majeur de la technologie lithium-ion. Et pour justement faire face à ces augmentations de potentiel de travail, la solution tout de suite et le travail essentiel, ça va être d'avoir ces sels et ces solvants fluorés qui vont avoir une très forte stabilité d'un point de vue de la fenêtre électrochimique. Et puis,
on va avoir justement aux interfaces ces deux ions très stables qui vont nous permettre d'avoir une passivation active aux interfaces, à la fois bénéfique si on estime que justement on a besoin de cette interface pour qu'on stabilise en fait la diffusion des ions lithium, mais cette interface, elle est aussi parfois néfaste. Si elle est trop épaisse, elle peut freiner le transport ionique. Donc, il faut dès à présent avoir en tête que le fluor, c'est un élément très intéressant, mais il faut arriver à le localiser, le doser, le fonctionnaliser de façon efficace pour pouvoir avoir les propriétés attendues. Si on en met trop, ça ne sera pas forcément bénéfique. Alors, à Clermont-Ferrand, on a hérité en fait d'un passé autour de la chimie du fluor. On a été formé par des anciens. On a réussi à maintenir cette activité en ayant à disposition en particulier des bouteilles de fluor moléculaire gazeux nous permettent d'aborder la fluoration gaz solide avec un agent extrêmement fluorant, non dilué, donc dans toute sa réactivité possible. Mais bien sûr, à partir du moment où on a ce réactif à disposition, eh bien, on peut, grâce à lui, former des structures inorganiques qui peuvent être moins fluorantes et qui peuvent nous donner lieu à des agents fluorants un peu différents. Typiquement, on peut avoir du fluor atomique qui peut être relargué par des compositions thermiques de fluor inorganique ou même des espèces fluor de type F-. Donc à chaque fois, on a des agents fluorants ici qui vont avoir des cinétiques de réaction, des modes de greffage différents et donc à façon, on va pouvoir venir positionner cet élément fluor en surface, en profondeur, euh, en température aussi, en pression un petit peu. Et donc, nous sommes 8 enseignants-chercheurs travaillant autour de ça. Et notre ambition, c'est vraiment d'étoffer le panel de techniques de fluoration, historiquement fluoration gazeuse, qui maintenant s'étend au plasma fluoré, voire à la fluoration assistée par laser, et le développement de nouveaux agents fluorants. Une fois qu'on a à disposition ça, eh bien, on peut aborder finalement ce que font plein d'autres laboratoires internationaux diluer le fluor moléculaire pour avoir des fluorations un peu plus douces. Aussi, il faut toujours avoir en tête que le fluor, c'est quand même un réactif très puissant. On peut aussi utiliser des polymères fluorés, les pyrolyser, ce qui va nous permettre de relarguer des fluors ou des chaînes carbonées fluorées qui pourront pouvoir donner des propriétés, encore une fois, de surface plutôt intéressantes pour l'application batterie. Et on peut venir nanostructurer des matrices fluorées en faisant des synthèses hydrothermales, solvothermales, où on va avoir à disposition un sel fluoré qui va venir se euh, fluorer en fait la structure cible. Et ça, c'est ce que je discuterai un peu quand on sera sur les cathodes fluorées pour les batteries sodium-ion. Alors, si on regarde dans un premier temps la place du fluor dans les batteries lithium-ion, là, il y a, quand on fait un travail de revue sur ça, il y a des revues depuis de nombreuses années, il y en a encore de nombreuses qui sortent chaque année. Moi, j'ai choisi celle-là parce que pour moi, avec ce bandeau historique, eh bien, on voit très clairement la place du fluor et préférentiellement le fluor pour les lithium-ion s'est imposé au niveau à la fois des liants qui vont être utilisés pour former les électrodes, donc avec le PVDF en particulier, le polyvinyl difluorure de fluor, et aussi d'un point de vue de l'électrolyte, puisque j'ai dit que c'était un peu le maillon faible en fait dans la batterie lithium-ion, d'un point de vue de la stabilité eh bien, le fluor est venu en additif dans les électrolytes à travers le fluoroéthylène carbonate pour augmenter la stabilité et la fenêtre électrochimique, mais aussi les sels de lithium sont bien connus pour leur disponibilité dès à présent dans des batteries lithium-ion. Alors, on voit que c'est beaucoup plus large que ce que j'ai pu dire pour l'instant, mais c'est vrai que si on se focalise vraiment à ce qui a été établi en milieu industriel de nos jours, les blockbusters autour de la chimie fluor, ça va être les liants, comme j'ai déjà dit, avec le PVDF et le PTFE qui vont être mm, les grands représentants des liants pour former les électrodes. On va retrouver aussi majoritairement un sel qui va être le LiPF6, avec une très bonne conductivité ionique et une stabilité qui peut normalement dépasser le 4,5 volts. Et puis des additifs qui, par exemple, dans le cas des LiCOO2, donc les cathodes
à base de 100% de cobalt ont permis, en étant additivés à solvant classique de batterie, eh bien, d'augmenter en fait la rétention de 87,5 à 99% à 1C, donc un régime de courant assez fort. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle des batteries, gagner 1,5%, c'est vraiment notable si on veut atteindre un cahier des charges d'au moins 1000 cycles pour une application donnée. Si on regarde encore une fois un certain nombre de revues qui traitent sur la chimie du fluor dans les batteries lithium-ion, eh bien, si on se focalise sur ces sels d'électrolyte, j'ai nommé LiPF6, mais on a déjà d'autres sels qui sont passés en phase industrielle et on voit tout le travail, le développement qui s'établit autour des sels fluorés. Pas que, hein, on voit qu'il y en a certains qui ne sont pas fluorés, mais si on regarde un peu tous les acronymes de tous ces sels, eh bien, on retrouve quand même très souvent Bifluor qui vient pour booster, pour stabiliser le potentiel électrochimique des dispositifs. Donc, dans ceux émergents, on va retrouver, j'en parlerai juste après, LiTFSI et les LiFSI faits par Arkema, par exemple. Donc, quelles sont les trois directions actuelles de la chimie du fluor pour les batteries lithium-ion que j'ai pu retirer de la littérature? Après, on peut rediscuter hein, de ces choix, mais en soi, ce qui paraît vraiment prédominant, c'est donc de développer toujours les électrolytes, mais de façon mieux ciblée pour vraiment qu'ils nous permettent de contrôler au mieux la formation de l'interface électrode-électrolyte, pas juste une performance. Donc là, il y a vraiment un souci de performance initiale, mais aussi de durabilité, et donc de former cette couche la mieux possible en ayant vraiment une adaptation systémique entre l'électrolyte et la matrice cathodique, anodique choisie dans tel ou tel cas. Ensuite, on a le fluor s'impose aussi sur des nouveaux axes que je n'avais pas décrits précédemment, sous la forme des matériaux d'électrode, que ce soit des cathodes qui travaillent en conversion, donc qui vont complètement se déstructurer, puis revenir à d'autres structures et échanger beaucoup d'électrons durant ce processus. Donc ça va être le cas des fluorures de métaux. Et puis on va avoir aussi des structures de type polyanionique, telles que les fluorophosphates, qui nous permettent de, associer à des électrolytes très stables, d'aller encore plus loin d'un point de vue du potentiel d'usage cathodique et qui sont aussi très bonnes en cyclabilité, même si elles ne sont pas encore passées en phase industrielle parce que cela nécessite des additifs carbonés pour franchir un seuil de percolation et aussi de la nanostructuration. Le dernier axe fort de la chimie du fluor pour les lithium-ion, c'est le passage au tout solide. L'électrolyte organique classique est encore très utile, mais pour des aspects qui seraient plus de sécurisation de dispositifs, on sait qu'on peut avoir certaines problématiques d'emballement thermique. Et donc le tout solide va être une opportunité à la fois des matrices céramiques fluorées ou bien des polymères fluorés vont nous permettre en fait d'aller majoritairement sur des aspects de sécurisation des batteries, mais aussi d'avoir peut-être accès à des fenêtres électrochimiques bien meilleures et aussi de pouvoir avoir en anode en fait le lithium métal, donc une anode qui serait bien plus performante. Donc là, c'est ce que j'ai repris dans ce schéma, dans cette review, où justement on voit le développement de matrices fluorées. Et on va revenir justement sur les matrices fluorées maintenant d'un point de vue du sodium. Donc, je vais transiter vers le sodium et rappeler très brièvement qu'en fait, bien sûr, le lithium, c'est le cas d'école qui fonctionne très bien et qui est très développé, mais on commence à beaucoup vouloir équiper beaucoup d'objets avec des batteries lithium-ion et on sait qu'on aura potentiellement un problème de ressources et bien sûr, on souffre d'une répartition inégale. Donc le sodium, c'est une vraie opportunité avec une forte abondance et aussi une disponibilité bien plus large que le lithium. Sauf que, bien, pour les gens des matériaux, eh bien, travailler avec le sodium, ça ne peut pas être de la même façon qu'avec le lithium, puisque rien que d'un point de vue du rayon ionique, on a quelque chose de très différent, hein. C'est pas une simple petite variation. Et ça va, si on le ramène à l'échelle de la batterie, eh ben, ça va nous ramener des cinétiques
d'intercalation, par exemple, qui seront très différentes. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir avoir le même cahier des charges pour une batterie lithium-ion et une batterie sodium-ion. Donc, avec ce 1,02 Armstrong de rayon unique, eh bien, il y a déjà des matériaux qui étaient pensés pour le lithium-ion d'un point de vue des électrodes, qui ne vont pas pouvoir supporter l'incorporation de cet ion intrinsèquement. Alors, je vais d'abord m'intéresser aux cathodes qui sont très tendances et qui ont été bien développées en France, entre autres, par l'équipe de Jean-Marie Tarascon avec un joli Naturcom dès 2019. Mais on voit que bien, c'était un joli objet de laboratoire qui est en train maintenant de devenir un vrai objet industriel. Donc, la fluoration a été démontrée comme étant intéressante, puisque déjà la matrice, en fait, était à base de vanadium et de phosphate avec donc du sodium, la Na3 avec 2PO4 trois fois, eh bien, a la vertu d'être avec des bonnes propriétés d'un point de vue de la densité d'énergie. Mais lorsqu'on va venir incorporer de façon méthodique, donc doper en fait cette structure par du fluor, on va avoir un changement structural qui va nous permettre d'atteindre des performances supérieures et comparables à ce qu'on connaît en lithium-ion. Donc, c'est l'ionicité de la liaison entre le métal, ici le vanadium, et le fluor, qui va nous permettre d'accéder à un échange électronique supplémentaire, ce qui va nous faire accroître la densité d'énergie. Alors, comment déjà on peut obtenir ces matrices fluorées? Là, on est sur l'approche qui est bien connue d'un point de vue des laboratoires pour arriver à obtenir une matrice fluorée où le fluor est positionné dans un site cristallographique défini. On va de façon commune travailler par voie solide avec un peu de ball milling, de mécanochimie, de façon à atteindre une meilleure homogénéité des différents précurseurs qui sont mentionnés juste en dessous ici pour obtenir la matrice NBP. Et puis procéder à un traitement haute température pour ensuite obtenir la matrice qui peut ensuite être cotée par du carbone. Cette approche nous donne des particules avec une très bonne cristallinité, avec une très bonne pureté, mais souvent avec une trop grande taille au niveau des grains. Et donc, les approches alternatives classiques, comme on aurait pu le faire pour le lithium-ion, ça va être de travailler en méthode solvothermale ou hydrothermale, et on va ainsi arriver à avoir des matrices de type NBP fluorées avec des tailles qui seront optimales pour l'application électrochimique. Alors, si maintenant je regarde justement ces courbes électrochimiques, c'est-à-dire l'évolution, ici vous avez du potentiel en fonction du taux de sodium inséré dans la matrice d'accueil, eh bien, on voit que en fonction de la quantité de fluor qui a été positionnée dans la matrice, dans des sites bien sûr bien dédiés, eh bien, on va pouvoir avoir de plus en plus de performances. Donc, on va avoir un phénomène, une extraction là, à 4,75 volts qui se déclenche, qui va être réversible et qui va donner plus de performance à notre dispositif. En fait, on savait qu'on pouvait aller chercher ce troisième électron lié à ce processus de troisième sodium, mais si on n'a pas de fluor à l'intérieur, eh bien, ça se fait à des tensions supérieures à la fenêtre de stabilité des électrolytes. Grâce au fluor, quelque part, on a polarisé la tension de l'électrode, donc on a fait diminuer en fait ce saut électrochimique, et donc on a réussi à le faire apparaître dans la fenêtre classique de stabilité des matériaux d'électrode. Et encore une fois, de façon réversible, ce qui n'est jamais très évident en fait, hein. On connaît un certain nombre de matériaux d'électrode qui devraient échanger par exemple deux électrons, mais qui finalement n'en échangent que 1,5. Donc ça, c'est vraiment la matrice qui s'impose en l'état. Et on a, dans cette publication, a été complètement dévoilé le pourquoi de cette stabilité avec 3 sodiums en moins ou avec 3 sodiums activés dans la matrice. C'est parce que, eh bien, on va avoir un changement cristallographique. Initialement, la structure NVP est orthorhombique. Et puis après, ben, quand on va venir mettre le fluor dans les sites dédiés, eh bien, on va avoir une structure qui va être tétragonale et qui va permettre justement au sodium de pouvoir partir de cette structure, puis revenir de façon pérenne.
Donc, on a peu de variation volumique aussi, ça c'est une force de cette structure, et donc c'est quelque chose qui est très durable et très efficace. Alors maintenant, je vais aller sur la partie anodique pour le sodium-ion, parce qu'il y a aussi un gros travail d'un point de vue de l'anode. Euh, Par analogie au lithium-ion, on pourrait se dire qu'on pourrait aller sur du graphite et que le sodium pourrait venir s'intercaler, se désintercaler vraiment plein de fois sans aucun problème. Sauf que la taille de l'ion sodium ne permet pas en fait cela. Et eh bien, on est allé se tourner toujours vers la chimie du carbone pour pouvoir aller chercher des anodes, mais on est allé sur des matrices extrêmement désorganisées qui s'appellent les carbones durs, où si on reprend l'anatomie de ce carbone dur, eh bien, on- le professeur Dan, dès les années 2000, a posé en fait un modèle typique de ces carbones durs qui va être sous la forme de ce qu'on appelle des châteaux de cartes, c'est-à-dire des petites plaquettes de graphène très, très, très courtes, hein, à la fois en longueur et en largeur, qui peuvent quand même se positionner les unes en vis-à-vis des autres. Donc, on pourrait avoir un petit peu d'intercalation, comme dans le graphite, mais majoritairement, ce n'est pas l'intercalation qui va permettre l'échange des ions sodium, ça va être des processus d'absorption qui vont être sur la surface et les défauts fonctionnels. Et puis, la porosité qu'on va appeler fermée, qui est une porosité non débouchante vers la surface, mais que le lithium, enfin que le sodium dans notre cas, va réussir à venir combler, hein, où il va pouvoir être stocké un petit peu, et puis après, il va pouvoir se sortir en fait de cette porosité fermée. Et tout l'enjeu dans les carbones durs actuellement, ça va être d'arriver à comprendre comment fabriquer en fait cette porosité fermée, quelle forme elle doit avoir et quelle dimension, par exemple, elle doit avoir, quelle géométrie elle doit avoir pour pouvoir arriver à stocker, mais aussi à déstocker très facilement en fait les ions sodium. Voilà, donc je vois le temps un peu avancé. Tous ces défis qui sont autour des hard carbone. Ces ions sodium nécessitent plus de place pour venir se positionner dans l'interfeuillet et le fluor va nous permettre ça. C'est-à-dire que quand on va utiliser correctement la fluoration, eh bien, on va provoquer une dilatation en fait, de l'espace interfeuillé qui va être beaucoup plus favorable à l'insertion du sodium. De la même façon, en fait, eh bien, une fois qu'on va avoir dilaté un peu les plans, la distance interfeuillée avec du fluor, on va pouvoir réussir à venir avoir une meilleure cinétique d'échange du sodium, ce qui était un défaut en fait des hard carbone. Il souffrait vraiment d'être uniquement utilisé dans des faibles régimes de courant. Pour arriver à obtenir ces hard carbone fluorés, là typiquement dans la littérature, on retrouve la fluoration gazeuse, mais bien sûr diluée pour faire en sorte de venir mettre un tout petit peu de fluor pour dilater justement ces feuillets, mais sans faire une couche entre les feuillets. Donc là, il faut pouvoir contrôler cette fluoration gazeuse. On peut utiliser du coup le PTFE et sa décomposition parce que ça va nous ramener des toutes petites quantités de fluor et on va pouvoir aussi avoir un peu de carbone fluoré qui va nous permettre de s'adapter à l'environnement carboné qui existe déjà. Et puis, dans cette revue, on parle aussi de précurseurs organofluorés. On ne comprend encore pas bien les mécanismes associés, mais on sait que ça peut être aussi une opportunité pour arriver à mettre des toutes petites quantités de fluor à des endroits définis pour ces matrices. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que, je vous disais, on écarte les feuillets. Typiquement, un hard carbone, on sera autour de 0,371 nanomètres. On a pu aller jusqu'à 0,4 avec le fluor. Et donc, ça laisse beaucoup plus de place au sodium pour venir s'intercaler. Et on a ainsi réduit la barrière cinétique pour l'insertion. Donc, ça a été un fait majeur. Ça a été prouvé dans ces publications. Et d'un point de vue électrochimique, ce qui est intéressant, je vous disais, alors, vous voyez ici, vous avez des courbes électrochimique où on voit donc l'accumulation en fait des processus d'oxydo. Enfin là, on est donc en réduction et on voit le matériau ici qui n'est pas fluoré, ici le matériau fluoré. On voit qu'on décale la courbe à la fois sur l'espace haut de la courbe, mais aussi sur l'espace bas. L'espace haut jusqu'à environ 1 volt, c'est la partie absorption, et puis après on est plutôt sur l'insertion. Donc on a gagné sur les deux phénomènes. L'absorption a été modulée de par l'hydrophobicité du fluor. On a modifié en fait les mécanismes d'absorption en surface et on a aussi été
réduire les défauts. Et puis, d'un point de vue de l'insertion, eh bien, on a aussi écarté les feuillets et augmenté les performances. Donc ça permet d'avoir moins d'irréversibilité, ce qui est traduit là, et ça permet d'avoir aussi une meilleure durabilité, comme c'est mentionné ici, hein. Ça a été prouvé par des analyses post-mortem, par thème. Eh bien, on voit qu'en ayant ce composé fluoré à des régimes de courant assez importants, eh bien, on arrive à stabiliser sur plus de 1000 cycles, en fait, une performance quasi parfaite lorsqu'on a fluoré notre matériau. Donc, tout ça, ça résulte en fait d'une ingénierie de l'interface, c'est ça qu'il faut avoir en tête, qui est en lien avec l'effet inductif du fluor. Sur ces matériaux carbonés qui étaient très désorganisés, donc pas du tout structurés en surface, qui ont encore un certain nombre de fonctions en surface, eh bien, le fluor vient napper et rétablir un état homogène d'un point de vue déjà de sa chimie, mais aussi moins rugueux. Et ça permet à l'interface avec l'électrolyte d'être beaucoup plus stable et donc d'abaisser les résistances qui sont liées au phénomène d'interface. Voilà, je veux pas passer non plus sous couvert là, que le fluor, effectivement, peut être vu comme très positif, mais ça peut être aussi, si c'est mal contrôlé, quelque chose de très négatif. Donc, pour ça, je tenais à quasiment terminer là-dessus. Si on n'a pas bien greffé notre fluor par les mécanismes de fluoration, eh bien derrière, il va y avoir une très forte sensibilité des matrices vis-à-vis de l'eau, voire de l'eau de l'électrolyte, mais déjà naturellement aussi par rapport à l'eau ambiante. Et donc, dans le cas de NVPF, mais ça pourrait être toute matrice fluorée, ce qui va se passer, c'est que l'eau va aller très vite réagir avec le fluor labile pour former du HF, et dans la batterie, par exemple, aller attaquer les collecteurs de courant. Donc, on ne s'invente pas, je pense, chercheur en chimie du fluor, déjà pour sa sécurité, mais il faut bien faire attention à valider d'abord la covalence de la liaison entre le fluor et la matrice haute, et voir aussi que par une ATG par exemple, que le matériau obtenu est stable et n'est pas sensible à l'humidité. Ça, c'est important pour éviter les dommages. Voilà, donc le fluor, c'est absolument pas un additif aveugle. Il faut le manier avec précaution. Mais si c'est le cas, eh bien, on va augmenter la puissance, l'énergie, le potentiel, les cinétiques, comme je l'ai pu discuter. Mais attention, ça peut, si c'est mal géré, générer du HF. Et ça, c'est à éviter absolument. On a bien sûr la problématique d'Epiphase là, qui nous touche, et en particulier au niveau du gis fluor, eh bien, on est très mobilisé sur ça. Et ça ne sera pas quelque chose qui va faciliter les étapes de recyclage. Voilà. Et le mot de la fin, en fait, tout ce travail-là fédère à la fois le LEPMI, l'Institut Jean Lamour et le laboratoire PIM à Paris pour un projet autour de la coexclusion et la fluoration de batteries sodium, où on travaille à la fois sur justement ces NVP fluorés, ces carbones durs qui vont être fluorés et la partie électrolyte aussi qui va être coextrudée de façon à faire une batterie tout solide qui associe tous ces savoir-faire dans le cadre du PEPR batterie. Je vous remercie. Merci Katia. Donc peut-être le temps pour une question. Je n'en vois pas dans le chat. Quelqu'un veut lever la main, poser une question? Bon, moi j'avais une question, mais de non spécialiste. Est-ce que le carbone dur a d'autres applications? Ou est-ce qu'il y a des recherches sur le carbone dur qui pourraient faire évoluer éventuellement votre propre recherche Oui, sur l'amélioration des pores ou des réactivités en surface? oui. Alors c'est carbone dur. Alors déjà, ça, c'était une solution qui avait été envisagée dès les années 2000 sur les lithium-ion comme alternative au graphite. Oui, Sauf que c'était pas aussi performant, donc ça a été abandonné. Mais sinon, après, il y a des applications pour leurs propriétés mécaniques. Donc ces carbones durs, en fait, de par leur désordre, vont avoir des propriétés de dispersion d'énergie thermique ou électronique et donc peuvent être utilisés pour ces propriétés-là. Donc, c'est des matériaux qui sont très disponibles. d'accord, merci. Bien, ben écoutez, merci encore. Je n'ai pas d'autres questions. J'ai une Ah, question, si c'est Emmanuel, oui, oui, possible. oui, pardon.
Sur les aspects mécanosynthèse, broyage, Oui. la question, est-ce que c'est du broyage ou de la mécanosynthèse? Et si c'est de la mécanosynthèse, quel type de précurseur vous utilisez et voilà, quelle est l'influence sur la cristallinité après recuit, voilà. Alors, là où je l'ai présenté, ça serait plutôt du broyage plutôt que de la mécanosynthèse Mhm. en tant que telle. Euh, Après, voilà. Là où je l'ai placé, c'était plutôt du broyage. Euh, la mécanosynthèse, on l'utilise aussi pour coter plutôt, pour ramener justement la partie carbone, enfin une partie qui contrebalancerait la partie isolante en fait de nos fluorures. On ferait plutôt là, pas un simple broyage, mais de la mécanochimie avec du carbone pour faire diminuer la taille et venir faire greffer un peu de carbone en surface et avoir des particules qui franchissent le seuil de percolation. Là, c'est comme ça qu'on l'envisage, nous. D'accord. Jean-Paul, une question? Oui, et très naïve, les batteries au sodium, elles sont aussi dangereuses que celles au lithium en termes d'explosion et autres. Je dis ça parce Alors, qu'il y a celle de mon ordi qui vient de péter. euh, les batteries, alors déjà, les cinétiques sont plus lentes. Donc, en fait, si on regarde les fabricants, ils vont vous dire que le sodium, ça sera plus sûr, déjà. D'un point de vue des cinétiques en fait, de transfert, ça sera moins rapide. Et donc, ça devrait être plus sûr. Mais en fait, il faut se poser la question de savoir pourquoi on dit que les lithium-ions sont pas sûrs. Et Mhm. en soi, ce que je disais, c'est que ça vient souvent quand même d'une problématique d'emballement autour de la dégradation des solvants qui servent d'électrolyte. Et le lithium-ion sera plus sûr quand on sera plutôt sur ce qu'on appelle du tout solide. Donc, quand on va avoir évité d'utiliser typiquement des solvants organiques dans les électrolytes. Donc, on peut aussi faire du lithium-ion plus sûr. Très Voilà. bien. Rassurant. Merci. Merci. Donc, nous allons passer à notre second orateur.